Merci beaucoup de m'avoir invité à cette présentation. Je suis cofondateur de Cap Douleur avec mes illustres collègues, cette société qu'après je vous expliquerai. Donc je suis vraiment très honoré de cette présentation aujourd'hui parce que c'est un sujet extrêmement intéressant et en fait on aurait presque envie de dire mais le futur il est où? Le futur est déjà présent et nous sommes déjà en train de le vivre. Mais commençons par ordre. Quand j'ai commencé à concevoir cette présentation sur la douleur connectée, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur Google la douleur connectée. Ce qui est sorti de Google, c'est une page avec plein d'images. Et juste pour mettre, je dirais, c'est mieux? Ouais. Juste pour une petite mise en bouche, oui, effectivement, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont développés pour connecter cette douleur. Mais pourquoi devons-nous connecter cette douleur? En fait, la raison, on va dire, celle qui sort toujours par mes recherches Google, les plus intéressantes, c'est comprendre la douleur sur un patient qui ne peut pas exprimer la douleur. Et donc, par exemple, ici, vous voyez très bien avec l'index ANI, c'est-à-dire le Analgesic Nociceptive Index, qui évalue la différence sur la variabilité de la fréquence cardiaque, donc sur le segment RR. On sait très bien que c'est lié au tonus, à l'équilibre entre le tonus sympathique et parasympathique. Et bien, de cet équilibre, on en déduit un ressenti nociceptif dans les patients, et surtout dans les patients qui ne peuvent pas exprimer ce ressenti nociceptif, notamment les patients anesthésiés. Donc, on a fait plein d'études sur les patients anesthésiés, et notamment les patients atteints malheureusement de maladies mentales ou d'incapacité mentale à exprimer la douleur. Je pense aux patients Alzheimer ou aux patients des EHPAD. Et donc, cette connectivité a été développée pour tenter d'aller chercher ce que le patient ne peut pas montrer d'une façon, je dirais, automatisée. C'est nous que nous voulons l'automatisme de tout outil que nous utilisons. Mais c'est surtout pour aller chercher quelque chose que le patient ne peut pas exprimer. Source d'inspiration pour les animaux, l'ANI existe aussi sur les animaux. L'ANI, c'est un index qui peut être utilisé sur les animaux, notamment avec des moniteurs qu'on peut mettre lors d'une analyse d'ECG sur une intervention, par exemple. Et pourquoi pas monitorer aussi à distance le patient sur cette douleur, grâce à des outils qui vont voir le jour, de connectivité entre l'animal. Mais je vais reprendre par ordre. Ça, c'était juste une mise en bouche. Si nous considérons donc la connectivité d'aujourd'hui, je me permets de la scinder en trois personnages qui sont autour de ce monde vétérinaire, l'animal, le propriétaire et le vétérinaire, car nous avons des interfaces qui sont obligatoires du fait de la présence d'un patient qui ne peut pas exprimer de vive voix ou évaluer soi-même. Nous avons donc un triangle qui va se créer entre le vétérinaire, le propriétaire et l'animal. Alors commençons par ordre. Si nous considérons l'animal, donc cet individu qui ne peut pas exprimer la douleur. Si je commence à faire un voyage dans le passé sur la connectivité, les premières connectivités étaient celles du radiocollar, du collar à ondes qui pouvait être capté à distance, dont la batterie avait une durée limitée, mais de certaines années, et où il pouvait connecter l'animal à un récepteur. Et cela pouvait permettre pendant quelques années de suivre l'animal dans ses déplacements, naturellement pas au mètre près, mais à quelques dizaines de kilomètres près, naturellement, parce que le signal n'était pas comme aujourd'hui en temps réel. Mais il fallait l'analyser. Donc on savait plus ou moins la région où il était l'animal. La première connectivité de l'animal. Alors, je ferai toujours ce voyage avant et en arrière, et nous sommes où de la connectivité de l'animal? Voilà un petit extrait de nos copains de les forces armées, où je vous laisse voir cette science-fiction. Et voilà. Donc, c'était juste un petit extrait pour voir jusqu'où on peut pousser. Je l'ai vu en vrai, c'est cet développement de connectivité. En fait, c'est un animal qui est connecté par un casque au dresseur,
le dresseur, il peut voir ce que l'animal peut voir, il peut guider l'animal à distance. Et donc, c'est plus qu'une intelligence artificielle, c'est une intelligence réelle, connectée à l'homme. Donc, c'est la parfaite symbiose entre l'intelligence animale dotée d'autonomie propre et de capacité d'analyse du problème avec la connectivité humaine. Si nous allons plus loin, toujours les forces armées, un projet auquel j'ai participé je dirais, en première ligne, c'était celui de développer la capacité d'un animal à respirer à de haute altitude, plus que 10 000 mètres. C'est le projet Arcane. Et là aussi, on rentre dans la connectivité de l'animal à l'homme par le biais d'outils qui peuvent transférer des informations indispensables au maître chien qui utilise son chien dans des missions extrêmement longues. Pour rester vétérinaire et donc un peu plus proche. Donc revenons à notre idée. Pourquoi nous avons créé cette connexion, cette connectivité, donc cette e-santé? Je traduis en vet santé et en vie-net santé, c'est-à-dire le vétérinaire au centre de cette connectivité. Parce que nous avons créé au début des communautés de discussion. Mais cela, il y a déjà 30 ans, il y a plus que 30 ans, il y a presque 40 ans, a permis en fait la possibilité de réduire la symétrie de l'information. Et donc la connaissance, ce partage de connaissances a contribué à la démocratie sanitaire. Un pas fondamental parce qu'il a été repris par une loi de 2002 dans laquelle on statuait les droits du malade et la qualité du service de santé. Et donc ce fait de partager les informations, donc connecter les informations dans des communautés, ça a permis vraiment un grand pas pour la médecine. Alors pourquoi nous avons besoin de connectivité ? Je vais faire un peu des voyages en avant et en arrière pour faire un discours plus homogène. Pour suivre une pathologie, par exemple. Pour suivre une pathologie, donc ça permet, avec des outils de connexion, de suivre, par exemple, la température de l'animal. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à faire avaler des pilules à l'animal qui reste en circulation 24 ou 36 heures, le temps d'évacuation de cette sonde thermique. Mais nous pouvons inclure cette sonde thermique dans, par exemple, la puce électronique. Et suivre donc l'évolution de la température de l'animal. À quoi bon ? Pour divers suivis de pathologies. Mais cela se prête par exemple à une raison de suivi médical sur le patient. Mais nous avons aussi la possibilité d'anticiper une pathologie. Et comment pouvons-nous anticiper une pathologie? Jusqu'en suivant par exemple la capacité, là c'est MSD qui a lancé cette gamme extrêmement technologique, c'est-à-dire de pouvoir suivre à distance la physiologie et le changement de physiologie d'un patient. Pourquoi c'est important suivre la capacité de s'alimenter ou la capacité de boire? Parce qu'avec cette connectivité, nous pouvons anticiper les pathologies qui pourraient voir le jour sur l'animal. Et donc nous ne sommes pas dans une phase de suivi médical aussi, mais nous sommes dans une capacité d'anticiper, parce que nous allons mesurer ou maîtriser la physiologie d'un patient, avec son activité, son entrée, sa sortie, ses habitudes. Si je reviens sur le suivi de la pathologie en elle-même, nous avons plein d'outils qui sont à disposition aujourd'hui pour suivre la pathologie en temps réel. Le plus banal, mais aussi un des plus importants, c'est la capacité de suivre la glycémie d'un patient avec des outils qui nous permettent d'enregistrer ça et de connecter directement le monde animal au monde du propriétaire, donc au monde du vétérinaire. Le concept fondamental, c'est qu'avant, le vétérinaire, il avait à disposition que sa salle de consultation. Et le problème intrinsèque dans la salle de consultation, c'est qu'à l'instant T, dans un univers de vie de l'animal. Et nous n'avons pas la possibilité de suivre le patient là où il manifeste sa pathologie. J'en reviendrai pour la douleur, qui c'est le chapitre de cette conférence. Donc la capacité de connecter d'une façon simple et fiable, parce que le problème était aussi technologique, c'est-à-dire que nous n'avions pas la capacité de connecter d'une façon fiable l'animal au recueil de données dont nous avons besoin. Alors là, c'est par exemple la possibilité de suivre la glycémie sur un patient, et naturellement, immédiatement sur Internet, j'ai trouvé la customisation vétérinaire du freestyle. Donc, vous voyez des étiquettes pour rendre plus vétérinaire l'affaire. Mais aussi, c'est une action de marketing pour convaincre le propriétaire. Parce que notre action de vétérinaire, c'est aussi celle de rendre complice le propriétaire dans le bien-être de son propre animal. Et jusqu'à présent, nous avons cette interface qui était différente. Je reviendrai sur l'observance. Le secret de toute thérapie et de tout succès. En fait, si nous ne rendons pas complice le propriétaire dans la santé de son propre chien, nous aurons un vide, nous aurons un manque dans les informations que nous allons recueillir, parce que même si nous allons les recueillir, il faudra des moments d'interprétation. Et c'est le propriétaire qui va nous aider. Je prépare un peu le discours que nous allons avoir avec la douleur.
Des autres, par exemple, utiles, ça serait celle de suivre l'ECG ou la respiration, mais il se prête vraiment au suivi d'une pathologie médicale bien précise. Nous n'allons pas faire un holter vitam aeternam à l'animal tout le temps, sauf dans le cas dans lequel, avec des outils technologiques qui verront le jour, nous pourrons analyser pas seulement l'ECG s'il y a un extrasystole ou autre, mais analyser la typologie du signal électrique qui nous arrive. Et je reviens à l'ANI, à Analgesic Nociceptive Index, c'est-à-dire à l'interprétation du ressenti douloureux nociceptif de l'animal. La différence, c'est que la douleur, c'est votre intégration. Elle a une connotation avec le côté émotionnel. La nociception, c'est l'acheminement de ce stimulus nociceptif envers la sensation douloureuse. Donc nous pouvons bien sûr être capables de ressentir, d'analyser la stimulation nociceptive, mais encore, quelle est la sensation douloureuse que l'animal en reçoit. C'est pour ça que tous ces outils qui sont extrêmement intéressants, malheureusement ou heureusement, nécessiteront d'une interprétation et d'une adaptation vétérinaire. Donc l'autocontrôle, ou je dirais le contrôle à distance automatisé, je parlerai d'intelligence artificielle aussi, a une limite, c'est-à-dire le monde animal. Et ce monde animal doit être de plus en plus connu, et pour le connaître, il faut être le plus proche de lui. Alors par exemple, un outil beaucoup plus intéressant, c'est l'analyse du comportement animal, et donc l'analyse du mouvement de l'animal, et de ce qu'il fait de son mouvement. Parce que de l'interprétation de son mouvement, nous pouvons déduire beaucoup de situations. L'animal est fait pour bouger. Nous avons des individus que, bien sûr, ils expriment leur bien-être grâce au fait qu'ils peuvent organiser leur vie comme la physiologie les a fait. Et ces animaux ont besoin de bouger. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur mouvement? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la technologie nous fournait des colliers, enfin des capteurs de mouvement qui captaient le mouvement, point. J'ai commencé il y a 20 ans avec des compteurs de pas, que je mettais sur les pattes des animaux pour compter les pas. On avait juste le nombre de pas. Et j'avais commencé en équine ou en canine avec des compteurs de pas. Donc on voyait que l'animal qui piétine, il avait plus mal, par exemple sur un cheval, parce qu'il piétinait et il bougeait sur place. Mais malheureusement, on n'était pas représentatif du ressenti douloureux. C'était une manifestation mécanique du mouvement. Et le fait de piétiner, ça ne veut pas dire avoir une sensation douloureuse, ça veut dire aussi avoir un inconfort. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire avec les nouvelles technologies et avec ce collier par exemple, qui peut analyser le type de mouvement? C'est qu'on peut décomposer le mouvement en vie. Et donc, dans cette capacité d'analyse, et donc naturellement il y a un travail de logiciel qui est fait derrière, et de personnes qui ont mis des neurones pour analyser et extraire ce signal, et le décomposer en quoi? Dans l'activité, naturellement, dans les heures de sommeil, dans la qualité du sommeil, dans l'aboiement, dans le type de mouvement qui fait l'animal. Et là, on a des informations immédiatement intéressantes pour le vétérinaire. Cette connectivité à distance nous permet aussi et c'est le secret, c'est le cœur du métier, c'est-à-dire analyser l'animal là où il doit se retrouver, à la maison. Quand vous avez un animal directement dans votre salle de consulte, plus que l'homme déjà c'est vrai, mais l'animal encore plus, il est inhibé, il est dérangé, il est altéré dans sa manifestation physiologique du fait qu'il est dans une salle de consultation. D'où le biais de confusion sur lequel nous avons voyagé pendant des décennies. C'est-à-dire que nous avons fait toujours des consultations dans notre salle de consultation. Cela est vrai pour certaines physiologies bien précises et pathologies encore plus précises. Si c'est un diabète, c'est un diabète. Et encore, ça dépend de quelle phase nous sommes en train d'analyser. Mais je fais un exemple plutôt simple qui parle à tout le monde. Et si nous sommes sur la douleur? La douleur, c'est une expression émotionnelle. Comment puis-je analyser cette expression émotionnelle dans un lieu qui, émotionnellement parlant, dérange l'animal? Je peux observer une boiterie, je peux observer un manque d'appui. Et là, on dit la malle. Faux. La douleur n'est pas une boiterie. La douleur n'est pas un manque d'appui. Je peux avoir un animal sur 3 pattes, il manquera d'appui sur une patte. Je peux avoir un animal avec une arthrodèse, il boitera. Mais est-ce qu'il a mal? Et je peux lui stimuler de la douleur pour voir s'il a mal au moment de la consultation. Mais ça sera une douleur induite. Qu'est-ce qui est intéressant pour le vétérinaire? C'est le comportement douloureux de l'animal. Et ça, nous pouvons l'avoir uniquement si nous l'analysons à distance, dans son lieu. Vous savez très bien que l'interprétation de la douleur sur un chat, par exemple, c'est une chimère. Parce que dans le cabinet vétérinaire, si le chat il a mal, il vous mord, il vous envoie à l'hôpital, et s'il n'a pas mal,
pareil. Alors, comment pouvons-nous réellement interpréter le ressenti douloureux d'un chat dans un cabinet vétérinaire quand il a juste passé une demi-heure d'attente à côté d'un chien qui veut le bouffer ou avec l'odeur d'un furet ou autre situation dérangeante? Alors on va lui faire les phéromones, on va lui faire plein de apaisants pharmacologiques. Donc on va altérer son comportement. Donc on a le biais de confusion d'avoir altéré la stimulation douloureuse que nous sommes en train d'analyser. Il y avait une étude très intéressante faite à Édimbourg par Eddie Clapton qui avait montré que l'évaluation de la douleur par grille de la douleur induisait de la douleur. Ben, c'est une évidence. C'était comme les chirurgiens avec lesquels j'ai eu la chance de partager la richesse d'informations, c'est qu'ils venaient sur ma table opératoire quand l'animal il dormait à peu près, et il fait « Ah, c'est bien fracturé, hein, il a mal. Hein. » Grâce à eux, j'ai compris qu'est-ce que c'était la nociception. Et grâce à eux, j'ai compris le pouvoir de l'anesthésie locale. Mais avons-nous besoin de faire de la douleur à l'animal pour dire qu'il a mal? Ou sommes-nous face à un biais de confusion? C'est-à-dire d'augmenter la stimulation douloureuse pour dire « il a mal ». Je reviendrai tout de suite sur ces arguments. Je veux semer le grain de la curiosité en vous. Alors, nous avons l'autre interface, c'est le propriétaire. Et le propriétaire doit être connecté pour connecter l'animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire un propriétaire connecté? C'est pas toujours bon. Un propriétaire connecté, c'est aussi un propriétaire qui partage énormément d'informations et ne sont pas toutes bonnes. Donc on a des avantages et des inconvénients. Quand j'ai tapé les 5 meilleurs networks sur la connectivité vétérinaire, j'ai fait sur Google, c'est sorti 5 sites de rencontres pour animaux. Donc il y en a un qui partage les histoires, une autre LGDB, enfin des animaux, l'autre encore, c'est du vrai, hein, vous faites Google Social Networks Best 5 et vous avez ça. Vous avez des histoires de dressage, je l'amène à la plage, où j'ai des compétitions sportives. Ça, c'est les 5 meilleurs networks pour les propriétaires. Donc, et après, il y en a un qui vend des trucs à la mode pour chats, enfin bref. D'où mon petit moment de frustration et de dépression en me disant, mais est-ce que c'est ça, la connectivité dont il peut bénéficier le propriétaire à la maison? Mais la dépression, elle a duré 30 secondes. Et après, on fait des recherches peut-être en Europe, et on a aussi des autres réseaux. Alors, je parle de Cap Douleur, mais pas parce que j'en suis fondateur, parce qu'il y a aussi les VIAPM, International Veterinary Pain Management, Association of Pain Management, qui est dans le Nord-Amérique. Donc, il y a effectivement des communautés scientifiques qui se mettent en place pour partager des informations. Et pourquoi je prends par exemple Cap Douleur et VIAPM? Parce qu'ils ont une section propriétaire. Donc ça veut dire que même ces communautés scientifiques qui ont été créées pour le vétérinaire à la base ont un partage d'informations pour le vétérinaire. Donc on est dans un rôle d'éducation du propriétaire et de la mise à disposition de connaissances qui peuvent lui permettre de mieux interpréter et soigner son animal. Et ça, aujourd'hui, c'est la connectivité. On ne doit pas penser juste au Bluetooth ou au signal Wi-Fi qui connecte l'animal pour avoir un cyborg à la place, mais à connecter le monde vétérinaire au monde du propriétaire, au monde animal. Alors je reviens finalement au vétérinaire. L'ultime acteur, celui sur lequel tout repose, celui sur lequel en fait toute la responsabilité de ce monde repose, parce qu'il doit prendre les bonnes décisions, et pour prendre les bonnes décisions, il doit avoir les bonnes informations. Et dans les bonnes informations, il faut filtrer les informations qui sont réellement utiles de celles du gadget. Par exemple, je vous fais un exemple. Pourquoi les colliers connectés, ils ont stagné pendant longtemps? C'est parce que c'était un problème d'adapter l'outil aux vrais besoins. Et le vrai besoin, c'était d'avoir un collier qui a une batterie qui dure dans le temps, et pas 3 jours. Parce qu'au bout de 3 jours, même s'il était connecté par GPS, donc le GPS, c'est un signal qui est extrêmement énergivore, qui donne des informations certainement, encore certainement, d'une certaine façon plus précise, parce qu'il ne dépend pas d'une connectivité Bluetooth, donc d'un téléphone portable à côté, mais il est énergivore. Donc le propriétaire, derrière, il ne va jamais recharger la batterie, il va le faire 2 fois, et après il s'arrête. Et derrière, l'interprétation dont j'ai besoin, c'est extrêmement précise. C'est pas juste de savoir où il est, l'animal. Donc nous avons passé du temps à chercher la technologie nécessaire. Et le vétérinaire a besoin de cette information. Il n'a pas juste de connecter un animal. Alors, cette double connectivité se fait dans les 2 sens.
d'une part, la connectivité, je serais dire, de l'information scientifique, donc la mise à disposition, la mise en réseau de cette information scientifique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux pour diverses raisons. Là, c'est sur la douleur, mais il y en a plusieurs qui font de la connectivité d'informations sur le milieu vétérinaire et donc le partage de l'information. Parce que le partage de l'information permet immédiatement d'avoir une base de données plus grande et d'en apprendre et d'en connaître. Notre connaissance ne dérive pas que de la recherche scientifique, mais notre connaissance d'aujourd'hui dérive du partage de l'information. Imaginez de lancer un produit sur le marché et de ne pas le connecter, ce produit. C'est-à-dire de ne pas relier l'information de ce produit. Vous aurez une expérience extrêmement limitée de ce produit. Imaginez de connecter l'expérience de ce produit parmi le partage d'informations, et là vous avez la richesse du futur. Malheureusement, mais je reviendrai après, on délègue ça à des algorithmes de calcul, à ce qu'on dit l'intelligence artificielle. Et je dis malheureusement parce que c'est aussi un heureusement, c'est que derrière, on doit toujours ressentir et recenser le côté vétérinaire sous l'analyse d'informations qu'elle est faite par des algorithmes de mesure. J'espère ne pas être trop compliqué, mais je reviendrai sur ce concept, qu'il est plus que philosophique. Donc nous avons finalement des outils médicaux qui sont connectés réellement pour le vétérinaire. Je reprends l'exemple du collier. Ce collier, par exemple, n'est pas que pour le propriétaire, que tout de même va s'amuser à suivre les calories de son animal, mais il est indispensable pour le vétérinaire pour pouvoir suivre derrière le résultat de sa thérapeutique mise en place, de la mise en place de sa thérapeutique. Parce que si vous mettez en place une thérapeutique aujourd'hui, quel est le problème majeur? C'est de reconnaître le bénéfice ou pas de cette thérapeutique mise en place. Vous ne traitez pas une théorie, vous traitez un patient. Et chaque patient peut réagir d'une façon différente. Je m'approche de plus en plus au côté douloureux. Et donc, si vous êtes sur l'adaptation thérapeutique face au patient que vous avez en face de vous, et vous n'avez pas de possibilité de l'évaluer, ou de le connaître, ou de le suivre, votre thérapeutique restera celle écrite sur l'ordonnance. Et vous ne saurez jamais si cette thérapeutique est adaptée. Si vous soignez dans votre hôpital, c'est facile. Parce que vous mettez en place par exemple un antibiotique sur une infection. Vous voyez immédiatement si cette infection arrive à être jugulée ou pas par l'antibiotique. Mais si vous êtes sur le monde de la douleur, ce ressenti doit être exprimé et analysé là où il se produit. Et si cette douleur implique le mouvement de l'animal, il est clair que l'analyse du mouvement nous donnera immédiatement le résultat de notre thérapeutique, et donc la capacité d'adapter notre thérapeutique à distance. Nous avons des autres moyens, naturellement. Et aujourd'hui, c'est la mode. C'est la mode, mais quand je dis c'est la mode, c'est pas pour vulgariser ou dévaloriser. C'est-à-dire que c'est l'intérêt, aujourd'hui, du monde scientifique d'être capable d'analyser d'une façon plus fine des choses qui restaient empiriques ou éphémères, ou encore dépendant dans l'interprétation des unes et des autres. Nous avons toujours cherché, depuis Cartèse, de standardiser les choses, d'avoir un chiffre. Parce qu'un chiffre, on sait que 7 est inférieur à 8 et que 9 est supérieur à 8. Le chiffre ne donne pas de doute. L'interprétation, oui. Donc nous poussons toujours l'analyse pour chercher à avoir quelque chose d'objectif sur quelque chose qui est subjectif. Est-ce que nous ne serons pas en train de nous tromper de chemin? Dans le sens qu'il n'y a rien de plus subjectif que la douleur. Et il n'y a rien de plus individualisé que la douleur. Mais nous voulons objectiver la douleur. Alors certes, c'est un point de départ. Certes, c'est un point qui nous permettra d'avoir un chiffre, un rapport, mais pas absolu, mais relatif. C'est-à-dire que je sais que 7 est inférieur à 8 et que 9 est supérieur à 8. Mais ce 8, il pourrait être 8 pour mon chien et pourrait être 6 pour un autre chien. Ce qui est important, c'est évaluer le différentiel d'évolution de ce chiffre, pas le chiffre en lui-même. D'où ma remarque, faisons attention à ne pas chercher à objectiver quelque chose qui est subjectif et qui restera subjectif. Dans le moment où nous aurons perdu cette subjectivité, nous avons perdu le combat. Parce que nous ne serons plus capables de nous adapter face au chien que nous avons en face de lui. Et encore, je vais introduire le propriétaire à la fin de ma présentation. À rien sert lui faire de la méthadone si, par exemple, il ne réagit pas à la méthadone parce que je me suis trompé de douleur. Et c'est une douleur neuropathique et pas c'est une douleur nociceptive.
Mais la seule façon de pouvoir l'individualiser, c'est rester à côté de l'individu. Alors, dans cet espoir d'objectiver la douleur, nous avons la reconnaissance faciale, est tellement importante aujourd'hui dans le monde scientifique que Nature a dédié plusieurs articles sur cette reconnaissance faciale faite par nos collègues brésiliens. Alors, ça devient de plus en plus intéressante, cette reconnaissance faciale, parce qu'avec l'intelligence artificielle, pardonnez-moi, cet algorithme d'analyse, parce que l'intelligence n'est pas intelligente, l'intelligence est humaine. Nous avons des algorithmes de mesure de calcul qui sont de plus en plus performants et ils se nourrissent de ces informations, ça s'appelle les données que nous lui donnons, et de la capacité humaine de créer un algorithme de plus en plus précis. Mais, alors, c'est peut-être un mot polémique, celui que je veux dire, nous ne sommes pas face à une intelligence, nous sommes face à une capacité d'analyse de calcul extrêmement avancée. Et nous l'appelons intelligence parce que nous voulons lui donner le sentiment d'être intelligente. Alors faisons attention aussi, parce que nous n'allons pas déléguer à cette intelligence artificielle les capacités d'intelligence qui sont propres de l'homme. Alors, cette capacité, en revanche, d'analyser énormément d'informations, donc de données, peut donner un résultat. Le tout, c'est de les nourrir avec suffisamment de données pour que cet algorithme de mesure soit de plus en plus précis envers la direction que nous cherchons. D'où l'analyse faciale, qui est très avancée sur le chat, parce que sur le chat, bon, je ne rentre pas dans le détail, énormément de scientifiques se sont penchés sur le chat, ils ont été capables de nourrir ces algorithmes de mesure avec énormément d'informations et de points de repère de plus en plus précis. C'est l'équipe nord-canadienne et l'équipe brésilienne qui a fortement avancé sur ce sujet-là, pour nourrir cet algorithme de mesure, cette intelligence artificielle, de données indispensables pour capter le signe douloureux. Mais, il y a toujours un mais, donc je vous donne une bonne nouvelle et après un point de réflexion. Donc là, c'est pas seulement des signes, mais c'est aussi des zones. Je ne rentre pas directement dans le calcul. Qu'est-ce que c'est l'expression faciale? Et c'est là la sémantique du problème. L'expression faciale, ce n'est pas l'instant T. L'expression faciale, c'est un mouvement facial. C'est ce que vous faites, vous, de l'expression que vous allez utiliser. Donc, par le faciès. C'est prouvé chez les primates, prouvé chez les enfants, c'est prouvé que l'expression faciale dépend de la culture de la personne qui utilise l'expression faciale. Je m'explique. Un enfant qui a été élevé dans un milieu extrêmement rude utilisera son expression faciale face à des stimulations particulières et pour en obtenir quelque chose. Nous allons tous sourire à quelqu'un si nous voulons obtenir quelque chose. Et nous allons faire des grimaces si nous voulons exactement le contraire. Mais cela est intrinsèque à la culture évolutive de la personne. C'est valable chez les primates. On l'a montré sur les primates. Et c'est valable pour toute espèce, à différents degrés. Mais nous savons pertinemment qu'un chihuahua, par exemple, dans les bras, il utilise l'expression faciale d'une certaine façon, et qu'un staff, par exemple, il l'utilise d'une façon totalement différente, parce qu'il est confronté à un milieu social complètement différent. Donc ce n'est pas avoir les yeux comme ça, ou faire les grimaces de douleur, mais ce que vous faites, vous, de l'expression faciale. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. D'où l'analyse devient de plus en plus fine et complexe. Et jusqu'à quand, vous savez, les expressions faciales, on les a connues il y a 15 ans. Et c'était la mode, je ne sais pas si vous avez suivi cette mode vétérinaire, avec des tableaux de photos de rats ou de photos de souris, le rat avec les moustaches comme ça, les yeux fermés, ou la brebis avec les oreilles derrière, le cheval avec les oreilles derrière. Enfin, il y avait toutes ces photos disant « il a mal, il a pas mal ». C'est un instant T. Mais comment il utilise son expression faciale pour manifester la douleur? Et qu'est-ce que je suis en train de corriger? La douleur, pas la nociception. D'où le fait que la frontière de la reconnaissance faciale n'est pas l'image fixe, n'est pas la photo, parce que si on essaie ces applications sur des cadres qui ont des chats représentés, donc une photo, on se plante. C'est l'analyse du mouvement facial, ce qui nécessite énormément plus de données, énormément plus d'intelligence, autrement dire de calcul, parce qu'il faudrait imaginer de faire un setup, un zéro culturel de l'animal, et après une analyse de la douleur. Tout ça, c'est pour vous compliquer volontairement les choses. Mais, clairement, c'est une piste à poursuivre. Et vous savez, comme Henry Ford, il a commencé avec des voitures très banales, et aujourd'hui, on a la Mustang au dernier niveau. Donc, tout a eu un début dans la vie, et tout aura une évolution, parce que nous sommes face à cette évolution, qui est magnifique, dans le milieu vétérinaire comme dans le milieu humain. Et tout cela sera accéléré d'une façon exponentielle, pas par l'effet mode,
Et pour la capacité de calcul que nous avons face à nous aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la quantique ou pas, mais la capacité d'analyser les données qui devient de plus en plus importante. Mais à la base, ces données ont besoin d'être recueillies. Et si nous n'avons pas de données, nous ne pouvons pas nourrir les algorithmes de calcul. Et pour avoir des données, il faut avoir des communautés. Et pour avoir des communautés, il faut avoir des réseaux. Et voilà que le cercle se ferme. Et plus de données on aura, et plus de mise en réseau de données on aura, et plus on avancera. J'espère ne pas voir le jour de l'automatisme, où on dira « oui, non, il a mal », et je n'ai même pas regardé l'animal. On risque cela. Il faudra rester vétérinaire, autrement dire médecin, autrement dire soignant. On soigne. On ne fait pas les automates face à un calcul. Aujourd'hui, nous avons donc encore besoin de l'interface humaine. Et l'interface humaine doit analyser l'animal. L'animal ne peut pas analyser lui-même. Il peut nous traduire un mouvement, il peut nous traduire une habitude, un comportement alimentaire. Et j'en ai déjà parlé avec tous les outils connectés que je vois sur cette table. Et donc, vous avez tous ces outils qui vous permettent d'analyser l'animal. Maintenant, il faut analyser nous, l'animal. Et l'autre biais de confusion gigantesque que la science a fait pendant des décennies, c'est de imposer à l'animal des paramètres à analyser. Mais est-ce qu'ils étaient pertinents? Vous connaissez tous les grilles de douleur. Je ne vais pas faire la liste des grilles de douleur parce qu'il y en a plus que 200 de grilles de douleur. Je prends la française, par exemple, la Catravette. Je peux me le permettre, on est en France, je suis français, même si j'ai un accent italien. Mais on a imposé des paramètres à l'animal. Il se lève, il bouge, il marche, etc. Mais un basset-hound, est-ce qu'il court? Il n'a jamais couru de sa vie. Est-ce qu'il se lève et il se baisse? Je ne sais pas, il a toujours la même hauteur. Est-ce qu'il monte sur le canapé? Le canapé, c'est l'Everest pour lui. Nous avons imposé des paramètres qui ne sont pas pertinents. Et la douleur, qu'est-ce que c'est? C'est pertinence. Donc le problème de toutes les grilles de douleur, même les plus raffinées, les validées, il n'y a pas mot qui m'en supporte le plus de ce mot validé ou invalidé. Qu'est-ce que ça veut dire valider? 10 personnes, ils ont évolué le même chien dans le même moment, ils ont eu une erreur, ok, plus ou moins acceptable. 10, pas 1000. Le même chien, sur un même instant T. Quand on a dit que la douleur, c'est quelque chose de vivant. Alors, tous les grilles imposent un paramètre. La seule qui n'impose pas de paramètres, mais le choisit, c'est les CSOM. CSOM, c'est un concept, c'est pas propriété de cap douleur ou autre chose, c'est un concept. Client Specific Outcome Measures. C'est-à-dire que c'est le client, c'est-à-dire c'est le patient, hein, c'est dérivé de l'humaine, qui choisit l'item à surveiller. Et cet item est pertinent à sa douleur. Je vous fais un exemple. Nous, on l'a traduit en vétérinaire, ce système. Et on a créé une app pour donner la possibilité au propriétaire de le faire à distance. Mais le concept principal, c'est que si un animal est douloureux à sa façon de l'être. Et par exemple, j'ai des propriétaires qui me disaient « Mon chien, depuis un peu de temps, il ne monte plus dans la voiture. » Ah, c'est pas le canapé, c'est la voiture. Donc je mets « Il ne monte plus dans la voiture ». Je contextualise le fait de monter ou descendre. Il y en a un autre qui me dit « Pourquoi la voiture ?» Je ne sais pas. Il montait sur la voiture et il tournait la tête dans tous les sens. Il ne tourne plus la tête, il est figé. Bon, c'est un problème d'arthrose cervicale. Mais il n'y a pas paramètre plus pertinent que le fait que le chien, quand j'ai fait la thérapie, il est monté dans la voiture et tournait la tête dans tous les sens. Et là, la dame, elle avait choisi ce item à évaluer avec des autres, parce qu'il en faut minimum 3, et suivre l'évolution de cet item pertinent à la douleur rend le CSEM spécifique et sensible. Les deux caractéristiques des statistiques, on nous a fait la tête pleine à l'école. Et à ce moment-là, vous vous affranchissez complètement de le fait de lui imposer une grille que par parfaite qu'il puisse être, elle est imparfaite du fait que la grille elle est humaine, elle n'est pas animale. Ça, c'est la connectivité. Et ça, on peut l'obtenir uniquement si on connecte l'animal à la maison. C'est-à-dire ça doit être le propriétaire qui fait cette connexion pour l'animal. Parce que ce n'est pas chez vous, ce n'est pas dans le cabinet vétérinaire. J'ai des propriétaires qui me disent « Mon chien se balade au bord du lac et il courait en sto. » Bon, okay. Bon, tu as de la chance d'avoir un lac à côté de moi. Moi, j'ai la Marne qui pue. Donc, à un moment donné, où je suis, bon, c'est pas très salubre. Alors, à un moment donné, il faut avoir
la capacité de s'adapter à ce que l'animal veut. Et pourquoi? Parce que la capacité de connecter un animal, ça nous donne l'évolution de l'animal dans le temps. Et donc la capacité de se dire, à ce moment-là, je fais une thérapie, à ce moment-là, j'en fais pas, ou je dois adapter ma thérapie parce qu'effectivement, l'animal, par exemple, il a mal. Alors j'ai un propriétaire qui me disait, mon animal ne monte plus sur le tabouret de ma salle de bain, mais il gratte, et il cherche à monter. Ben voilà, j'ai un paramètre. Et après, je fais une thérapie, et immédiatement, l'animal remonte sur et fout le bazar dans la salle de bain. Bon, elle était contente. Donc, c'est le paramètre à suivre. J'ai eu un autre animal, par exemple, qui, bon, plein de choses mouvements, et il a repris l'activité au point de fuguer. Donc là, le collier à connexion est utile pour le retrouver. Enfin, mais à un moment donné, il faut interpréter l'animal là où il se retrouve. Et ça, c'est connectivité. Parce que vous pouvez le faire chez vous. J'ai commencé ma carrière avec 10 ans de grille évaluée dans le cabinet vétérinaire. Mais c'est évalué chez vous, c'est pas évalué chez lui. Et c'est la connectivité qui nous donnera la réponse. En même temps, cette connectivité peut faire aussi qu'on envoie des vidéos. Enfin, le propriétaire, il envoie des vidéos. Alors pour l'instant, c'est vous que vous évaluez la vidéo et vous voyez qu'est-ce qui se passe. L'autre jour, j'ai des vidéos, j'ai pas le temps, mais sur une douleur fantôme d'un chien qui se mord une jambe qui n'existe plus. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu l'analyser dans mon cabinet vétérinaire. Parce que la douleur fantôme, typiquement, c'est une douleur qui se manifeste par incapacité d'inhibition et pas par excès de nociception. C'est-à-dire, je lui fais mal. Et donc, elle se manifeste là où il est à la maison, dans le moment de repos, dans son contexte. Ce chien, il est arrivé dans ma clinique plusieurs fois, va-et-vient, aucune douleur. Vous le palpez, aucune douleur. Parce que c'est pas une douleur neuropathique d'hyperesthésie ou non, c'est une douleur fantôme. Ça veut dire que quand ça se décharge, il a mal. Et c'est seulement avec les vidéos à distance de la dame que j'ai pu vraiment suivre cette douleur. Parce que ça permettait de voir l'animal dans son contexte, sous le canapé. Donc, à repos. Voilà pourquoi il faut contextualiser absolument l'analyse de l'information que nous avons. Et les vidéos, aujourd'hui, c'est important de les avoir. Donc, il faut une capacité de connecter plusieurs items ensemble pour en déduire une analyse. Et là, c'est le vétérinaire qui rentre. Alors, pour tout vous dire, il y a des sociétés, par exemple en Amérique, qui sont en train de travailler sur cette intelligence artificielle et donc sur la interface mouvement, douleur, expression faciale, grille du propriétaire, pour tenter d'avoir effectivement l'ensemble des choses. Et effectivement, ils ont interfacé avec la plateforme Cap Douleur, mais pour mettre ensemble toutes ces informations et les comparer entre eux, pour comprendre, pour apprendre. Et là, les algorithmes vont nous aider. Parce que le vétérinaire, il va donner l'évaluation. Le mouvement, il va donner son évaluation. Et l'intelligence artificielle avec l'expression faciale, il va donner son évaluation. Et le fait de mettre tout ça ensemble, en ayant des milliers et milliers de cas, pourra faire avancer le chemin. Parce qu'on comprendra les situations que nous avons face à nous. Et si derrière, on va mettre la connectivité sous la fréquence cardiaque, par exemple, où nous allons mesurer le tonus sympathique et parasympathique d'un animal, et là, le cercle est finalement bouclé. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, en fait, si je reprends la diapo initiale, nous avons le trio animal, propriétaire et vétérinaire. Être capable de connecter ensemble ce trio, c'est-à-dire animal, propriétaire et vétérinaire, ça se traduit en un seul mot. Ça sera presque le mot de la fin. Observance. Parce que nous pouvons tout imaginer, nous pouvons tout faire. Mais si la thérapeutique n'est pas individualisée, c'est-à-dire n'est pas observée par le propriétaire, nous avons échoué. Nous pouvons lui dire, je fais un exemple tout banal, prends des anti-inflammatoires tous les jours, ou prends du tramadol 3 fois par jour, enfin, peu importe. Le propriétaire, il ne peut pas. Notre thérapeutique, pour juste qu'elle soit, elle sera inefficace. Alors peut-être choisir une thérapeutique où le propriétaire doit venir chez moi 1 fois par mois. Mais ça, il pourra le faire. J'en sais rien. L'important, c'est l'observance. Il n'y a pas de thérapeutique parfaite.
il y a le meilleur équilibre que vous avez à créer entre le propriétaire, le vétérinaire et l'animal. Et ça s'appelle observance. Cela est reconnu aujourd'hui parce que ça a été l'objet, par exemple, d'un prix donné par la VAC en 2021. Donc ça veut dire que même les grandes instances, elles étaient attentifs, on va dire, à ce sujet, c'est la connexion, la connectivité. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas le dire, même le grand public. Donc ça rend, c'est de plus en plus attractif, même pour le grand public. Alors, moi je m'en méfie un peu, je dis heureusement, parce que le grand public, là c'est une émission de William Lénergie, il sera à connaissance de ces choses. Il faut faire attention après qu'il n'y a pas une déviation de ces choses par le grand public. Et là, ça rentre les réseaux, et là, il rentre les communautés de sachants, de vétérinaires, pour instruire dans la bonne direction le grand public, et pas faire comme moi quand j'ai vu la recherche, les 5 réseaux, etc. C'était la promenade du chien ou l'histoire du chien. Je vous remercie pour ce temps. Je dis, il n'y a pas de temps à perdre, il y a juste à faire aujourd'hui. Merci à tous. Un grand merci Lucas, c'était clair, très nourri, très documenté, et vraiment bravo. Et maintenant on va passer aux questions de la salle. Qui ne sont pas connectés. Connectés. Bon là on va quelqu'un de très connecté. Oui, 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 absolument. Merci. Merci pour ce topo. Merci Yvette Moueb d'avoir invité à découvrir la médecine vétérinaire, parce que moi je suis médecin humain. Enfin, quoique, effectivement, comme je disais hier, la riboisière, c'était pas forcément très loin du vétérinaire un jour. Je connais, oui. Je suis épaté par le nombre de solutions qui peuvent s'appliquer de l'un à l'autre. Voilà, on travaille sur la face pour le chat. Nous, on a travaillé une start-up normande qui s'appelle Samduck, qui fait exactement la même chose pour les malades de réanimation. Et tu proposes avec l'activité de l'animal, etc. En fait, pour nos patients non communicants, on s'aperçoit bien que la médecine vétérinaire et le patient non communicant, il y a vraiment des choses à se dire, parce que j'ai monté les échelles Algo+, donc d'évaluation de la douleur chez le patient non communicant. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est une échelle statique. Et en fait, on ne prend pas en compte cette idée dynamique. Donc il y a probablement même le côté médecine humaine, une chose à apprendre sur cette vision justement du côté dynamique de l'évaluation de la douleur. Donc, vraiment merci, parce que voilà, ça me fait découvrir plein de choses, et je pense qu'il y a plein de choses à faire, à coopérer entre médecine humaine et médecine vétérinaire. Merci pour cette remarque. Merci pour cette remarque. J'en suis honoré. Je rebondis en disant, nous les vétérinaires, on apprend de ses propres erreurs. Et nous avons fait énormément d'erreurs sous l'algologie vétérinaire quand nous nous sommes inspirés de l'enfant. Je m'explique, parce que nous avons comparé des individus non communicants avec des individus à nous non communicants. Et l'erreur que nous avons fait, parce qu'on dit on va s'inspirer de l'enfant, parce que l'enfant il ne peut pas exprimer sa douleur, or il l'exprime, mais il ne sait pas la relationner, c'est que nous avons comparé une douleur pédiatrique à la douleur d'un adulte. Et la douleur, c'est émotion, la douleur, c'est culture. Donc nous avons comparé le ressenti douloureux d'un enfant, d'un individu qui n'avait pas encore d'expression douloureuse liée à l'apprentissage de la douleur, avec la douleur d'un adulte, que c'est le chien. Et donc nous avons fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on apprend avec l'âge. On apprend qu'est-ce qui est douloureux, ce qui mérite d'être douloureux, et ce qui mérite de ne pas être considéré comme douloureux, parce qu'on fait c'est rien. Et ça, c'est la culture. Et donc nous avons fait beaucoup d'erreurs, parce que nous avons voulu tout transférer d'un côté à l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé de succès, c'est de rester à côté, c'est-à-dire d'évoluer ensemble, parce que nous avons plein d'observations vétérinaires qui pourraient revenir à l'homme. Et de l'homme, on pourrait s'inspirer de plein de situations, notamment, pas seulement le signal électrique de l'ECG ou autre chose, mais vraiment de ces situations. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que nous allons démocratiser une analyse que malheureusement, elle doit rester, ou heureusement, elle doit rester très, très personnelle et très individuelle. Et là, il n'y a que la réflexion individualisée qui pourra nous donner le résultat. Merci pour votre remarque. Jean-Jacques. Le chat, avant qu'il ait mal.
alors qu'il a vraiment mal? Est-ce que tu as des solutions, des choses, des grilles qui sont en train d'être mises en place? Parce que la grosse difficulté chez le chat, c'est de reconnaître la douleur avant qu'elle ne se manifeste aux yeux du propriétaire. Est-ce qu'il y a des choses justement connectées, pour rester dans le thème, qui aujourd'hui sont en train d'être développées? C'est un point très important parce qu'en fait, c'est la manifestation douloureuse qui saute aux yeux. Et si cette manifestation douloureuse ne saute pas aux yeux, nous avons la première interface qui s'effondre. Le chat, il en fait partie. Et vous savez, je prends un exemple, l'arthrose. Si on pense à l'arthrose, moi je pense au chat. Et tout le monde pense au chien. Parce que le chien est lésé dans sa vie par la déambulation. Et donc, il montre son côté arthrosique. Or, le chat, il ne le montre pas parce qu'il est sous le canapé, il dort. Quand il n'arrive pas à sauter, il n'arrive pas à sauter, et donc on a une manifestation. Mais le chat est plus arthrosique que le chien. Et on a des études, à 8 ans, 85% des chats, etc. Donc, s'il y a une espèce arthrosique, c'est le chat, plus que le chien. Mais, il faut la reconnaître. Alors, je n'ai pas la solution miracle, parce que il faut convaincre, il faut éduquer le propriétaire à reconnaître les signes. Mais le propriétaire, il les reconnaîtra pas. Parce qu'il s'habitue à son chat au fil du temps. Et pour lui, un vieux chat qui dort sous le canapé, c'est parce qu'il est vieux, il dort. Et quand on rentre à la maison, ben, le chien, il fait un effort, il descend, il va manger les croquettes, et après, il a perdu de vue. Donc, il ne s'aperçoit pas de la functiolèse, c'est-à-dire de la lésion qui s'est mise en place, et de la fonction qui n'a plus le lieu. Donc, la seule chose, pour moi, c'est l'éducation du chat. Alors, il y a des moyens aujourd'hui, par exemple un CSOM, il est suffisamment polymorphe pour s'adapter à des contextes où le propriétaire peut se retrouver. Parce qu'on va lui faire choisir des items qui étaient pertinents, mais c'est le vétérinaire qui doit le stimuler. C'est-à-dire que c'est le vétérinaire qui doit suggérer au propriétaire mais votre chat, il dort de plus en plus, il a du mal à chercher la croquette, ou il fait 3 sauts avant d'arriver à sauter. Enfin, il faut lui semer le grain de l'observation et de la curiosité, parce que malheureusement, cette interface existe. Et aujourd'hui, vous n'irez pas avec une app face au visage du chat qu'il est sous le canapé pour dire « il a mal ». Parce que ça ne peut pas exister, parce que ce n'est pas le visuel, c'est le comportement facial du chat. Et donc, vous ne pourrez pas faire une photo où le propriétaire vous fait une photo du chat et vous dites « c'est un chat qui a mal ». Parce que c'est décontextualiser la photo. Donc, ce qui est important, c'est d'associer plusieurs informations. Alors, je vous dis que j'espère que dans peu de temps, on aura une telle association de ces informations qu'on pourra presque une auto-analyse, parce qu'on lui met un collier de mouvement, une expression faciale, une analyse du mouvement facial, et les habitudes alimentaires avec la prise du poids ou la perte de poids, etc. Et on aura un algorithme qui va nous suggérer que l'animal est potentiellement douloureux. Et donc, à nous d'aller vérifier. Parce que j'ai un animal, par exemple, qui ne sort plus. Il est habitué à sortir et la porte ne fonctionne. Enfin, elle n'est plus empruntée par l'animal parce qu'il ne sort plus. Qui boit moins, qui mange moins, qu'il a un collier de mouvement qui s'effondre. Enfin, voilà, plein de systèmes. Et aujourd'hui, il n'y a que l'éducation que le vétérinaire peut faire du propriétaire pour lui suggérer des pistes de réflexion. Et là, on va trouver l'animal qui a mal. Et je peux vous dire que 90% des chats à partir de 8 ans, ils mériteraient d'être soignés pour l'arthrose. Vous en avez combien qui viennent dans votre clinique? Voilà. Donc c'est à nous de faire le travail. Et Lucas, à ce propos, est-ce que les mécanismes physiologiques ou physiopathologiques de la douleur sont délétères pour l'animal lui-même? Parce que si le propriétaire ne se rend pas compte d'une expression, parce que comme le chien il y a boiterie, et que en fait, le chat souffre, dis-nous un peu si ces mécanismes physiologiques sont délétères, et donc c'est à nous de dire au propriétaire, vous en apercevez peut-être pas, mais il faut le traiter parce que on va le bien-être ou le soin. Oui, Fabrice, j'irai au-delà de ça. C'est-à-dire que je vais répondre par 2 réponses, mais qu'elles se retrouvent. Il y a une physiopathologie de la douleur, et donc il y a une modification à l'intérieur de l'organisme qui se met en place suite à la stimulation douloureuse. Et plus que la stimulation douloureuse ponctuelle, donc j'ai mal, c'est la chronique. Et ça, les douleurs neuropathiques, il n'y a pas pire. Donc là, il y a un changement de la physiologie comportementale de l'animal, et donc de la physiologie tout court de l'animal. Donc absolument, c'est délétère. C'est-à-dire qu'il va mettre en place ce qu'on appelle une dynapénie et une sarcopénie, qui n'est pas uniquement liée à l'âge, c'est-à-dire qu'il va perdre de la fibre musculaire, il va perdre de la force musculaire, il va perdre de l'amplitude de mouvement des articulations. Les articulations se nourrissent
de leur propre mouvement, et une articulation qui bouge pas, et s'ankylose de plus en plus. Donc tout ce phénomène, et je reste à la surface du problème, pour ne pas parler des troubles digestifs et d'autres problèmes, sur un animal qui devient digestivement sensible, pour la mise en place de catécholamines au niveau chronique, etc., etc., etc. Donc c'est une dégradation qu'aujourd'hui, la surface de cette dégradation, elle est, ah bon, il est vieux. Et en fait, c'est la douleur liée à la vieillesse. C'est pas tellement la vieillesse, parce que la vieillesse est porteuse est pourvoyeuse et porteuse de comorbidité, parce qu'il y a des problèmes. Mais la majorité des problèmes est liée à la douleur qui s'engendre avec la vieillesse, et donc l'incapacité de l'organisme de réalimenter sa propre régénération. Et je cherche à traduire. Et après, il y a aussi un autre aspect fondamental, nous sommes des soignants. Nous soignons le bien-être. Donc, avoir un animal qui est là, mais qui pourrait aller mieux, pourquoi ne pas le faire? Juste parce qu'il n'est pas encore trop malade? C'est-à-dire avoir un animal qui peut bénéficier d'une thérapie, ou de thérapies qu'aujourd'hui, elles sont fantastiques. Aujourd'hui, on a tellement de thérapies qu'elles ont si peu d'effets secondaires, pourquoi ne pas les mettre en place vis-à-vis d'un animal qui pourrait bénéficier de regagner la qualité de vie? Il y avait un philosophe italien qui disait, ça dérive de Socrate, hein, c'est Luciano de Crescenzo, mais ça dérive d'un dicton de Socrate qui disait depuis l'après-guerre, on s'est tous acharnés pour augmenter la durée de vie, et du 1785, où l'espérance de vie était de 35 ans, aujourd'hui nous sommes à 85 ans. C'est énorme. Mais pourquoi allonger cette vie? Et ce philosophe, il disait, pourquoi allonger la vie? Il voudrait la élargir. C'est-à-dire, pourquoi rajouter des jours de vie au lieu de vivre mieux? Et donc, c'était ma deuxième réponse, philosophique, mais pas si que ça. Nous sommes des soignants. Pourquoi ne pas aider nos animaux à vivre mieux, pas seulement plus, mais mieux? Oui, donc vous êtes complètement dans votre rôle d'éducateur. C'est-à-dire que vous les voyez beaucoup plus que moi. Moi, j'appartiens malheureusement à la catégorie professionnelle qui voit les cas désespérés. Qui est dans un hôpital, ils arrivent que les cas les pires. Et je perds contact avec tous les cas que je pourrais suivre tout au long de leur parcours de vie et d'avoir le temps de renseigner le propriétaire. Alors, bien sûr, je ne mets pas ça sur le dos des épaules vétérinaires, parce que j'ai parlé de communauté, de réseau, d'information, de télévision, enfin de plein de choses. Mais certainement, il y a un énorme rôle d'éducation à faire du propriétaire pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui, un chat de 12 ans, il peut vivre bien. Et ils sont tous inquiets il a 12 ans, mais il peut vivre jusqu'à 15. Mais en fait, je m'en fous. C'est qu'il vive bien. Après, il vivra 14 ou 15 ou 13, il aura bien vécu. Et le chien, c'est pareil. Combien de situations nous avons d'animaux qui ont perdu la joie de vivre et qui boitent, et on lui redonne la joie de vivre. Je ne dis pas la boiterie, parce qu'à un certain âge, il devra boiter. Mais c'est juste la joie de vivre. Moi, j'ai une petite question à propos des grilles CSOM. J'ai utilisé un petit moment, enfin pas énormément, j'ai arrêté. Oui. J'avais essayé de les utiliser pour la dentisterie parce que j'en fais beaucoup. Et je trouvais qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour inclure des critères. Est-ce que ça a changé ou pas? Parce que alors, le CSM, c'est un concept. Hein. Donc, ces grilles dont vous vous adressez, ils ont un certain listing de items, mais ils ne sont pas exhaustifs de tout. Donc, c'est vraiment le concept. Moi, je ne me suis arrêté pas à cette app, enfin, le Cap Douleur, mais sur le concept CSOM. C'est-à-dire être capable de choisir un item à mesurer qui soit pertinent pour l'animal. Et ça peut être sur un problème orofacial ou buccofacial. Par exemple, c'est l'animal qui, quand il mange, il salive, ou quand il mange, il prend la croquette une par une, ou qui mange la croquette, il la fait sauter en l'air, il la gobe. En fait, il y a des comportements qui sont spécifiques des douleurs, des gingivostématites, enfin si je pense au chat, mais le chien, pareil. Par exemple, à Bobal, quand on a fait le rhinocéros, le CSOM, c'est il se tape la tête contre le mur. Bon, c'est un rhinocéros, hein, donc le mur, il avait un trou. Mais en gros, pourquoi on a découvert qu'il avait une douleur dentaire, c'est parce qu'il tapait la tête d'une façon random, comme la rage de dents, hein, contre un mur. Le CSOM, c'est un concept. Ce n'est pas l'application Cap-Douleur. Le CSOM, c'est un concept. Et donc, cette application a recensé plusieurs items qui sont certainement évolutifs. On va continuer à les faire évoluer avec vos aides et vos suggestions aussi. Mais en fait, tout le monde peut faire techniquement parlant, un CSOM de son patient.
C'était juste pour m'affranchir, statistiquement parlant, de la grille imposée. Je voulais faire juste ce différentiel entre la grille imposée et je ne voudrais pas que le CSM devienne une grille imposée. Parce que le concept, c'est Client Specific Outcome Measures. Donc c'est spécifique. Et donc, on doit rester dans la spécificité. Si elle n'est pas là-dedans, créer un item. Et peut-être que je vais suggérer à Cap Douleur de mettre une case blanche, créer l'item. Parce qu'il faut suivre ce qui est pertinent pour le patient et le connecter. Oui, parce que je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est que le client il puisse aussi aller remplir dans l'application. Ah, mais le but est là. Parce que si on fait notre grille, nous, et on leur dit, ce papier, là, je comprends pas. Le but est là, c'est-à-dire que derrière, bon après, vous avez du papier, vous avez des apps, vous avez d'Internet, vous avez... Enfin, aujourd'hui, j'ai parlé de la connectivité, donc il ne faut pas rester au papier. Mais derrière, le principe fondamental, c'est que cette évaluation est faite à la maison, pas dans le cabinet vétérinaire. Si elle est faite dans le cabinet vétérinaire, elle perd d'évaluation. Et d'où le besoin de connectivité. Donc c'est quelque chose que le propriétaire doit faire chez lui. Il va réfléchir avec vous, mais il va la faire chez lui. Et il va connecter son animal à vous. Je reviens un petit peu sur l'évaluation de la douleur chez le chat. Et tu as dit que la douleur était individuelle et on peut sortir de l'arthrose, on va rentrer dans les douleurs urinaires, digestives, dentaires ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que le CSOM s'intéresse à faire un bilan préventif, comme on peut le faire sur une prise de sang sur un animal senior, de telle manière à évaluer les postures faciales du chat, son environnement, alors qu'il va bien, ou en tout cas qu'il semble aller bien, pour avoir des points de référence afin que la CSOM soit plus anticipatrice de la douleur? Certainement, mais le principe fondamental du CSEM, c'est reconnaître un item à mesurer. Donc, à partir du moment où je ne reconnais pas l'item, tout s'effondre. C'est-à-dire que le préventif est difficile à imaginer, dans le sens qu'il faudrait établir des items à mesurer, et les items sont choisis quand vous les voyez devant vos yeux. C'est-à-dire qu'en gros, le problème majeur, ce n'est pas juste de la sémantique, c'est que le propriétaire, il devrait lire 2 pages de item et dire « Ah, là je reconnais peut-être quelque chose que sur mon chien ou mon chat pour être vocateur de douleur ». Le principe du CSEM n'est pas fait pour prévenir. Le principe du CSEM, c'est évaluer d'une façon spécifique, mais ce n'est pas prévenir. Prévenir, ça pourrait être par exemple un collier de mouvement. Parce que j'en ai parlé pour soigner, pour suivre et pour prévenir. C'est-à-dire que là, on va prévenir. C'est-à-dire qu'on va analyser le mouvement, et si on a un setup de 1 an, 2 ans, et on voit qu'elle s'effondre ou on voit qu'elle change, là, on va prévenir avant que le propriétaire se soit rendu compte. Par exemple, vous mettez un collier de mouvement sur un chat, je fais une hypothèse tout à fait farfelue, et vous voyez qu'il bougeait, il sautait, voilà, et il avait un range de mouvement énorme. Et tout doucement, il s'est rétréci. Et après, il ne bouge plus du canapé. Aux yeux du propriétaire, il n'aura pas de symptômes. Mais à vos yeux de vétérinaire, vous aurez vu un facteur qui va vous dire il a mal. Et je vais agir avant que le propriétaire me dise il a mal, que c'est toujours tard. Et ça peut être les croquettes, l'eau, enfin tous ces systèmes-là, c'est pour ça que je fais dans ma présentation tout un côté connecté qui va prévenir et anticiper la maladie, mais après le CSM, il est dans l'évaluation de la maladie. Et Lucas, on pourrait imaginer que d'un côté, il y a la douleur, et de l'autre côté, le bien-être, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi des indicateurs de bien-être. Par exemple, ça s'est beaucoup fait sur les chevaux, avec un tas de groupes d'animalistes qui disaient « non, c'est pas bien, les cavaliers, c'est pas bien les chevaux ». Donc il y a eu des groupes qui se sont formés pour travailler sur les indicateurs de bien-être. Et on a montré que dans les clubs hippiques qui respectaient un certain nombre de choses, eh ben, il y avait des indicateurs très factuels de bien-être des chevaux. Donc on n'était pas dans la douleur, mais on était dans le bien-être. Et on s'est rendu compte que les clubs hippiques où il y avait ces indicateurs les plus performants, il y avait une chute drastique du nombre des chutes des cavaliers. Donc c'était intéressant pour le cavalier et surtout pour le cheval. Donc je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire une grille d'indicateurs de bien-être, puisqu'on est là, tu l'as dit tout à l'heure, on est soignant, mais on est là aussi pour le bien-être. Je suis super content parce que ça veut dire que j'ai semé le grain de la curiosité. Et là, il est en train de germer. Et c'était mon objectif. J'avais 45 minutes et la thématique était la douleur connectée. Donc je me dis, si je commence à parler de tout ce que je veux parler, ils vont me foutre à la porte. Donc, tu ouvres pas une porte, tu ouvres une autoroute.
Et en fait, c'est vraiment le mot-clé de cette journée, c'est la connectivité. Et donc, à partir du moment où je suis capable de connecter dans les lieux où se produisent le problème que je dois analyser, j'ai la solution à tout. D'où le fait d'évoluer sur des grilles de bien-être, etc. Et alors, nous sommes en train d'y penser, mais je pense qu'il me faudra 2-3 vies pour développer tout ça. Mais place à tout le monde. Enfin, je veux dire, il faut développer. Il n'y a plus qu'à. Effectivement, ça ouvre plein de perspectives. Je vais vérifier l'arthrose chez mon vieux chartreux. Ou en plus les chartreux, ça. Oui. Et Oui. puis en plus, ça a un problème de genou. Donc, Ouais, ils sont sensibles à l'arthrose. Oui. Et puis deuxième chose, en fait, je m'aperçois de l'intérêt de travailler ensemble. Voilà, on a le CEA qui développe une application, en fait, une antenne, qui permet de détecter la chute chez les personnes âgées. Okay, et jamais ils se sont dit que, effectivement, la réduction du périmètre de la personne âgée peut être liée à la douleur. Et moi, je me suis aperçu, là, en médecine, j'ai vérifié en plus mes échelles d'Holopus, etc. Effectivement, il y a un peu en réduction des bons, etc. Mais on ne s'est jamais... En fait, même en 25 ans de médecine, je ne me suis jamais dit que la personne âgée qui sort plus de chez elle, etc., c'est peut-être parce qu'elle a mal, en fait. Et en fait, on n'a pas d'application, même sur une montre connectée, qui se dit, bah, tiens, il marche 20% moins. Exactement. Il fait plus... Exactement. Dans l'échelle d'Holopus, il fait plus sa toilette, mais c'est vraiment sur des échelles très spécifiques. Et en fait, il n'y a pas de suivi en temps réel de cette application. Et, ouais. Et le chat, le vieux, c'est pareil, hein, il dort, il mange. Même combat. Ouais, vous enfoncez une porte vétérinaire que nous connaissons depuis longtemps, mais que malheureusement, nous la connaissons, mais vous savez, quand vous voyez toujours les choses devant vos yeux, vous ne les voyez plus. Et moi, j'ai appris à réfléchir grâce malheureusement à mon père et Alzheimer. Et donc, j'avais commencé à lui mettre une montre connectée pour analyser le mouvement, etc. Mais la technologie derrière, même si elle est présente, elle ne se prête pas à cet outil parce que il faudrait que chaque jour, j'aille mesurer son degré d'activité, etc. Et il n'y a pas une alerte ou il n'y a pas un truc. Donc, c'est une évolution du software de la montre, etc. Et après, la batterie et plein de problèmes. Mais en fait, si on réfléchit, nous avons la réponse à tout. Il faut juste qu'on met ensemble les liaisons. En douleur pure, en médecine, on a un truc qui sort, c'est la pupillométrie. Oui, alors j'ai travaillé sur la pupillométrie il y a 12 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus, j'étais encore à l'école vétérinaire. Les animaux basculent. En fait, le problème de la pupillométrie, c'est pour expliquer à la salle, c'est l'analyse du mouvement pupillaire. Et pareillement, c'est comme l'ANI, c'est-à-dire l'analyse du segment RR entre les différents ECG, c'est que c'est lié à l'équilibre entre tonus sympathique et parasympathique. Vous avez compris que dans l'organisme, tout se tient à ça, et notamment la douleur, quand vous avez exclu des autres choses, parce qu'il peut y avoir des autopathologies, un phéochromocytome, enfin plein d'autres pathologies. Quand vous avez exclu les autopathologies, ce qui produit cet équilibre ou pas, c'est la stimulation nociceptive. Et la Visual Analgesic Graph, c'est un capteur qu'on met sur l'œil et qui analyse les micro-mouvements. C'est fait surtout pour les patients en coma ou en soins intensifs, parce qu'ils sont en soins intensifs et on ne sait pas s'ils ont mal ou pas mal. Est-ce que le coma est profond, pas profond? Est-ce qu'il a de la nociception? Enfin, on est dans le doute de savoir, bon, il ne bouge pas, mais est-ce qu'il a mal? Chez les animaux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils basculent. Et donc, il y a une ventroflexion du globe oculaire qui réduit la capacité d'analyse du signal. Et derrière, il y a une forte influence des opioïdes, par exemple, qu'on n'a pas en humaine, sur le diamètre pupillaire, d'où j'ai échoué surtout. Mais j'avais même créé, vous savez, les lunettes de motard qu'on met sur les animaux, pour créer un support avec cette caméra, et pour l'anesthésie. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Bon, merci, on peut réapplaudir Lucas. Merci.